Je commence. C'est bon? Marche? Oui. Donc bonjour à tous. Moi je suis donc, comme Marie Soya vient de le dire, je suis Bruno Dehan, directeur fondateur du bureau d'études Sequoia Engineering, qui est un bureau d'études qui traite de tous les sujets environnementaux, qu'ils soient d'usage, carbone, énergétique, certification ou pas, labellisation ou pas. On est implanté sur Lyon et on est un peu moins de 10 personnes. Et je suis Bastien Giroux, donc directeur de programme chez Laser Développement. Nous sommes promoteurs immobiliers spécialisés en bureaux et en locaux tertiaires sur Lyon, mais on rayonne aussi sur toute la France. On a toujours souhaité, chez Laser Développement, attacher une grande importance au confort des occupants d'une part et aussi à l'empreinte environnementale des bâtiments qu'on construisait. C'est pourquoi depuis une grosse dizaine d'années, on labellise, on certifie quasiment l'ensemble de nos opérations, soit en BREEAM, soit en HQE. Et dernièrement, on a essayé d'évoluer. Donc on a construit des immeubles 100% bois à Sophia Antipolis avec en plus d'une certification BREEAM, un label BBCA. Et puis ici, avec l'opération VHK dont il est question, on a pris le tournant de la réhabilitation, puisque jusque-là, on faisait quasiment que du neuf. Donc VHK, c'est un immeuble qui se situe à Villeurbanne, donc qui fait 6 000 m², un petit 6 000 m² en R+2 plus attique sur un niveau de sous-sol. Il se situe à proximité du métro et dans un quartier qui est en renouveau, puisque c'est en bordure de la ZAC des Gratte-Ciel. C'est un immeuble qui date de 1990 et qui était l'ancien centre de formation de la Poste, d'où sa forme un petit peu atypique en P. Pour cette rénovation qu'on a voulu ambitieuse, on s'est entouré de partenaires qu'on a souhaité engager, avec deux architectes, deux cabinets d'architectes, Lokianima, qui est un cabinet parisien, et les ateliers 4+, qui sont à Lyon, un bureau d'études structure Addis Ingénierie, qui connaissait la réhabilitation, donc qui savait nous accompagner sur ces spécificités, et qui connaissait aussi les différents matériaux, béton évidemment, mais aussi bois, métal, ce qui était important dans ce projet. Cyprium pour l'économie, Betix pour les fluides, Sequoia pour l'environnement et Graphite pour le paysage. Donc, je parlais de rénovation ambitieuse, ambition à mettre au pluriel, puisqu'on a souhaité, on a eu plusieurs ambitions avec le respect de l'existant. L'immeuble, il a une très forte qualité architecturale qu'on a voulu valoriser avec un patio central qu'on voyait sur l'image d'avant, qui est vraiment le cœur de l'immeuble, avec une structure béton qui est vraiment qui était en très bon état. Donc on a conservé complètement, hormis des ouvertures béton bien sûr pour retravailler complètement le hall, retravailler les circulations. On a créé des ascenseurs, on a créé des planchers. Et tous ces travaux de création de planchers, de charpente, on a essayé de les réaliser avec un objectif de sobriété carbone. Donc on a travaillé en bois beaucoup, mais aussi pour des contraintes techniques en béton et en acier. On a essayé de réemployer, donc il y a eu un curage complet de l'immeuble, mais avant ce curage, on a fait intervenir Bobby Réemploi, qui est une structure lyonnaise, qui a fait un diagnostic complet de l'immeuble et qui a permis au cureur de déposer de manière propre tout ce qui pouvait être réutilisé, de sorte que ces éléments ont pu être revendus et réutilisés. Au niveau de la désertificialisation des sols, on a le terrain, donc on a un joli terrain qui est assez unique pour un immeuble comme ça à Villeurbanne. Il était en grande partie utilisé comme du parking avec de l'enrobé. Donc on a enlevé toute l'enrobé, puisqu'on a un parking déjà en sous-sol, on a enlevé toute l'enrobé, on en a refait un vrai jardin en cœur de ville, en conservant l'ensemble des arbres existants et avec beaucoup de nouvelles plantations d'une part, et d'autre part ça nous a permis de créer des tranchées drainantes pour pouvoir infiltrer 100% des eaux pluviales du site. Et puis d'un point de vue confort des occupants et réponse aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages des bureaux, on a créé beaucoup de terrasses sur tous les niveaux, un rooftop,
donc en renforçant la structure de la toiture. On a créé une cafétéria, on a conçu l'immeuble comme étant un immeuble multi-utilisateur, même si entre-temps on a trouvé un locataire unique, mais comme étant multi-utilisateur avec des espaces partagés, une cafétéria, des salles de réunion, une salle de fitness. Et d'un point de vue plus technique, Bruno va pouvoir développer davantage. On a réalisé, d'un point de vue aménagement intérieur, des éléments, une architecture où on a laissé le béton apparent, enfin on l'a peint enduit, mais on l'a laissé apparent sans doublage intérieur, on est tout en isolation extérieure, de sorte que le bâtiment, de par sa structure béton, apporte une inertie très forte, donc très bonne pour le confort d'été, avec des protections solaires en complément. Et puis on a fait le choix d'équipements, bien sûr, économes, performants et efficaces en énergie. Et là, je vais vous parler de ce qui nous a permis de légitimer tout ce que Bastien vient de nous exposer, c'est-à-dire que l'architecture, on sait l'apprécier par son esthétique, par sa qualité architecturale. La partie énergie, la partie confort d'usage, on en parle tous, on le met tous en œuvre, mais quid de ce qui restera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, de tous ces beaux discours qu'on pourrait mettre en place qui peuvent valoriser, vanter les actions qu'on aurait pu avoir pour prouver un confort, une performance suffisante. On a opté avec le maître d'ouvrage sur une certification et de labellisation. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre certification et labellisation. Certification, c'est une vision transversale d'une action où on va venir toucher à l'acoustique, à l'usage, à l'énergie, à la biodiversité. On a vraiment une vision transversale sur toute la partie conception-réalisation de l'ouvrage. Et ensuite, la labellisation, on vient resserrer l'entonnoir sur un sujet particulier pour vraiment arriver à travailler et à mettre en exergue tous les éléments de conception qui vont œuvrer dans ce sens-là. Donc on a choisi des certifications françaises. Pourquoi des certifications françaises? Ce n'est pas par esprit franchouillard particulièrement, mais premièrement, par rapport aux futurs occupants de l'immeuble, c'est une entreprise française qui s'adresse à un marché français, et quant à ses salariés, puisqu'ils vont être un certain nombre quand même dans un bâtiment de 6000 m², quant à ses salariés, ils parlent de haute qualité environnementale, ça parle, on parle de haute qualité environnementale, et tout le monde sait de quoi il s'agit. Ça, c'est la première raison. Quand on parle avec un référentiel anglo-saxon, avec des acronymes anglo-saxons, on n'est pas toujours au fait de la destination finale de cette idée de certification. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a choisi un référentiel français HQE, à haute qualité environnementale. Pourquoi? Parce que l'avantage de ce référentiel-là, c'est que on peut cliver cette opération en fonction de la typicité. On fait une rénovation d'un immeuble qui est une vraie figure lyonnaise, comme l'ancienne poste de Villeurbanne. Enfin, c'est un immeuble performant de l'époque. Le fait de vouloir cocher les cases pour certifier ce bâtiment, c'est des fois un petit peu compliqué. L'avantage d'un référentiel haute qualité environnementale, qui est développé par Certivea, c'est qu'en phase conception, en phase d'audit, en phase de réalisation et en phase d'audit, en fin de réalisation, on a un interlocuteur qui nous permet de négocier, il faut appeler un chat, de négocier, de discuter de certaines cibles difficilement atteignables, mais qui nous paraissent importantes, et du coup on arrive à cliver un petit peu cette certification. Et on a choisi ensuite de travailler sur des sujets plus particuliers qui touchent au cœur même des défis futurs qu'il va falloir remplir, qui est l'énergie et le bas carbone. L'énergie, on a un référentiel qui est très adapté sur la rénovation, qui s'appelle Effinergie, et sur le bas carbone, bâtiment bas carbone, qui nous permet d'atteindre ces cibles bas carbone et de cibler vraiment les actions du maître d'ouvrage et de l'équipe de conception sur cette partie bas carbone. Cette vision globale HQE, elle est importante. Elle est importante parce que aujourd'hui, le défi énergétique, il est présent, le défi de bas carbone, il est présent, mais tout ça, ça ne marcherait pas si le bâtiment ne fonctionne pas par rapport à un usage. L'usage, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est la capacité d'un bâtiment à accueillir des gens et à se rendre suffisamment malléable, suffisamment exploitable dans le cadre d'un confort
de chaque usager. Si on négligeait cette cible, on aurait des bâtiments très performants, et on en suit des bâtiments très performants comme ça, qui ont été construits il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc ce n'est pas des vieux tromblons, hein. Et on s'aperçoit qu'on a été très très loin dans l'économie d'énergie, on a été très très loin dans l'étanchéité à l'air, et du coup, ça rend des bâtiments qui sont extraordinairement économes en termes d'énergie, mais pas du tout adaptés à un usage, avec des gens qui s'y trouvent mal. C'est des bâtiments qui se retrouvent en déshérence, parce que, j'ai un exemple en tête d'un très gros bâtiment sur Saint-Étienne, parce que les gens ne peuvent pas vivre dedans, parce qu'il y a un déficit d'hygrométrie, il y a un déficit d'inertie, il y a des mouvements d'air liés à des systèmes énergétiques qui sont compliqués à absorber en tant qu'être humain, et de fait, cette vision transversale liée à une certification nous permet de réfléchir à chacun de ces sujets et de pouvoir traiter chacun de ces sujets. Sur ce bâtiment-là, le maître d'ouvrage a été très ambitieux. Le groupe Lazare, quand on lui a présenté le référentiel HQE, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le référentiel, mais il y a plusieurs étages à la fusée. On peut atteindre un niveau performant, qui est un bon niveau, qui va au-delà de la réglementation, puis très performant, puis excellent, puis même un niveau exceptionnel pour les bâtiments qui ont plus de vocation à être pilotes. Le maître d'ouvrage a dit, moi je veux l'excellence. Je veux que ce bâtiment aille chercher toutes les caractéristiques qui vont permettre à mon bâtiment, en 2024, déjà d'anticiper sur 2025, sur 2030, sur 2040. Donc on a tout de suite ciblé sur un niveau excellent. Excellent, c'est un certain nombre d'étoiles à aller chercher, hein, c'est pas neutre d'appeler ça des étoiles. Et de cette manière-là, on a vraiment poussé dans la conception tout ce qui pouvait nous permettre d'obtenir ces fameuses étoiles. Je ne vais pas détailler le tableau que vous avez sous les yeux, puisque c'est un petit peu comme ça que ça s'articule un référentiel, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, suivant des thématiques, des cibles, et on va essayer d'obtenir des lettres, comme à l'école, hein, A, B, C, D, E, pour montrer qu'on est bon élève dans certaines thématiques. Et vous le voyez, la vision transversale que je vous ai développée tout à l'heure, elle se reflète bien dans ce tableau, où on parle vraiment de qualité de vie, c'est pas neutre, hein, on parle de la qualité de vie, on parle de l'intérêt de l'usager, de changer d'univers par rapport à chez lui et d'aller dans son lieu de travail et de retrouver une qualité de vie suffisante, avec des lieux de vie plus sûrs, avec des espaces agréables, avec des services qui facilitent le bien vivre ensemble. C'est ça le référentiel, un référentiel environnemental. On parle de respect de l'environnement, car clairement, l'impact que nous, modestes êtres humains, on a sur chacun de nos univers, il est important. Donc il est important de chercher à raisonner l'utilisation des énergies, l'utilisation des espaces, l'utilisation des surfaces. Et puis, bien entendu, un bâtiment ne pourrait pas fonctionner, ne pourrait pas être qualitatif s'il n'y avait pas derrière une performance économique qui permettrait à chacun d'entre nous de se le payer. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit à la fois frugal dans sa conception, de manière à ne pas rentrer dans des délires économiques qui seraient très faciles à réaliser si on avait l'argent, et du coup on aura des choses très performantes, mais surtout frugal en exploitation, parce qu'il faut que dans la durée, ce bâtiment puisse continuer à vivre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à obtenir nos 8 étoiles, qui nous a permis d'avoir un classement excellent. Derrière, on a ciblé notre action de conception sur un label énergétique, parce que je parle d'exploitation, je parle de frugalité. Frugalité ne veut pas dire low cost, ça veut souvent dire low tech plutôt. Et ça nous permet d'aller chercher des cibles, d'aller chercher des actions qui permettent à la fois de respecter un confort d'usage par, Bastien l'a dit tout à l'heure, l'inertie du bâtiment, des actions passives qui permettent au bâtiment de lisser les montées, les descentes de température, d'éviter d'avoir des chocs thermiques trop importants pour l'usager. C'est ce qu'on appelle une pile, hein. Le bâtiment se charge d'énergie pendant tout le moment où on lui en donne, et puis quand on ne lui en donne plus, il se décharge lentement, comme une pile, avec l'inertie qu'il peut avoir dans ses murs, ce qui nous permet d'obtenir, de diminuer l'énergie qu'on fait rentrer dans ce bâtiment et qui permettent de le chauffer ou de le rafraîchir, et de gagner ce qu'on appelle en CEP, hein, en consommation en énergie primaire, de plus de 40% sur ce bâtiment, et ce qui nous permet d'atteindre facilement le label Effinergie. Vous le voyez, ce label Effinergie nous permet ensuite d'évaluer une étiquette énergétique. Alors ça, c'est comme les machines à laver, hein, les plus performantes sont en A, les moins performantes sont en G. Et là, on arrive avec ce bâtiment à une classe énergétique B et avec un bilan carbone en classe A. Et vous le voyez, à l'initial, ce bâtiment était plutôt en C, ce qui n'était pas mauvais, hein, pour l'époque, hein, mais qui nous a
permis de réfléchir à une démarche qui permette d'anticiper sur les futures réglementations qui vont être de plus en plus contraignantes en termes de consommation d'énergie et en termes de consommation de carbone. Et de la même manière, le fait d'utiliser des matériaux biosourcés, le fait de limiter la déconstruction, le fait de limiter l'accès aux matériaux, le matériau qui utilise des énergies fossiles, nous a permis de remonter cette classe énergétique, cette classe carbone, ce bilan COD en A. Ensuite, on allait chercher un autre bilan qui nous est cher pour nous, en bureau d'études environnementales, c'est un label qui va aller limiter au maximum les émissions de CO2 dans une construction. C'est que le bâtiment, on nous l'a assez dit et tous les rapports du GIEC nous l'ont confirmé, le bâtiment porte une lourde responsabilité sur les émissions de CO2. Les deux plus gros émetteurs, c'est le bâtiment et le transport, hein, c'est pas neutre. On pense toujours aux camions qui polluent, mais je pense que nous, on est pas mal dans la démarche. Et du coup, on a été chercher à frugaliser également la conception en allant limiter au maximum les émissions de CO2 sur ce bâtiment. C'est pour ça que le référentiel bas carbone est très j'allais dire contraignant, mais j'aime pas dire contraignant, parce que qui dit contrainte dit on se force. Il est très puissant, il cherche vraiment à aller chercher au bout du bout le dernier effort du maître d'ouvrage, à aller chercher du matériau biosourcé, à aller limiter les matériaux qui sont dits polluants. Et du coup, ça nous a permis de valoriser cette démarche et d'obtenir, on l'a déjà eu en phase conception, d'obtenir cette notation qui nous permettra d'avoir le label au bout du compte. Ce label, finalement, le CO2, on le sait, hein, c'est l'avenir de notre planète, on parle de réchauffement climatique, on parle de tout ça, c'est celui-ci qui va répondre le plus à tous ces enjeux-là qui vont guider un petit peu nos réflexions demain. Là, sur ce tableau-là, je montre ce qu'on pourrait avoir sur une répartition de CO2 sur une construction classique, et on voit que sur VHK, sur quasiment tous les postes, hein, que ce soit l'aménagement, que ce soit la partie infrastructure, superstructure, sur tous les postes, on arrive à gagner. On arrive à gagner en termes d'émissions de CO2 sur à peu près tous les postes. C'est important à dire parce que c'est pour ça que je disais que je n'aime pas utiliser le mot contrainte. Cette réflexion qui nous a permis de gagner un petit peu de partout, ça n'était que du bon sens. C'est-à-dire que la réflexion, on l'a depuis quasiment le fantasme de réhabilitation du groupe Lazare de ce bâtiment. Et sur tous les postes, on a cherché à aller tirer la quintessence même de l'économie qu'on pourrait être même de réaliser sur ce bâtiment. C'est que du bon sens. Le groupe Lazare n'est pas ennemi de ses intérêts, il cherche à faire du résultat sur ses opérations, il doit faire tourner des bilans. Donc clairement, quand on lui proposait des solutions qui paraissaient un petit peu trop dispendieuses, on était vite rappelé à l'ordre en disant là on ne pourra pas y aller parce qu'on ne saura pas faire tourner notre bilan financier. Et de fait, avec l'ensemble de l'équipe de conception qu'on vous a présenté tout à l'heure, on a cherché vraiment à aller avec bon sens, chercher des solutions qui soient le plus passif possible, pas forcément onéreuses, mais qui nous permettaient d'avoir un résultat intéressant en termes d'économie d'énergie, en termes d'économie CO2 et en termes de confort d'usage. Et finalement, on s'aperçoit que ce bâtiment qui a été un peu conçu avec ce qu'on appellerait le bon sens paysan, eh ben, on peut faire collaborer cette vision économique avec cette vision performantielle d'une manière très simple, voire même plus simple. On dit toujours que le meilleur bâtiment, c'est la maison savoyarde. Hein, c'est ni plus moins que 4 murs, une étable en dessous qui chauffe l'étage qui est au-dessus et qui est lui-même isolé par la grange à foin qui est au-dessus. Mais ça ne coûte pas d'argent et ça rend des lieux de vie agréables à vivre. Ben finalement, VHK a été conçu un peu de cette manière-là, avec du bon sens, avec un peu de technologie, mais surtout avec beaucoup de bon sens. Je ne vais pas revenir sur toute la partie BBCA, mais on retrouve un peu ici, je dirais, tout ce qu'on a, je suis revenu en arrière, tout ce qu'on a mis en œuvre sur ce bâtiment-là. Et bien entendu, de fait, avec ce bâtiment-là, le gros intérêt, c'est qu'on est conforme, alors c'est une rénovation, donc on n'est pas sujet à la RE 2020, on est RT. Par contre, on est conforme au décret tertiaire 2030, 2040, parce que justement on a su anticiper sur les coûts de consommation, les coûts énergétiques, et le décret tertiaire qui nous impose une économie d'énergie à horizon 2030, 2040, voire 2050, c'est quand même unique
au monde et dans les annales de la thermique, hein, d'avoir une vision aussi éloignée sur l'anticipation qu'il va falloir et à quelle sauce on va être mangé dans les années futures. Avant, on parlait de réglementation thermique avec une échéance de 5 ans, 6 ans. Là, aujourd'hui, on parle de 20 ans, 30 ans. Donc, le fait de construire ce bâtiment-là avec bon sens, en allant chercher la quintessence même de l'économie d'énergie, ça nous permet d'avoir cette vision à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et de répondre aux enjeux de demain. Et pour conclure rapidement, donc nous on est très satisfait de ce projet qui est très vertueux à tout point de vue. On a pu, c'est une vraie expérience enrichissante pour nous, pour nos partenaires, je crois qu'ils nous ont accompagnés là-dessus en conception, également en travaux avec les entreprises qui ont réalisé les travaux, et derrière aussi avec le locataire dont je parlais tout à l'heure, donc qui est la société Mailight 150, qui a pour activité le photovoltaïque, donc qui est très sensible en plus à cette démarche de développement durable. Et comme disait Bruno, toute cette démarche permet d'anticiper sur cette réglementation avec la RE, avec le décret tertiaire. Et donc ça, c'est au bénéfice d'une part de l'occupant qui paye les charges et donc qui va avoir une visibilité sur l'avenir très forte, et d'autre part pour le propriétaire à long terme qui n'aura pas besoin de mettre à jour son immeuble et ses infrastructures au fur et à mesure de sa vie. Voilà. Merci à tous. Parfait, pile on time. J'ai eu un peu peur quand Bruno parlait, mais tout va bien. Alors, il y a toujours un petit peu de mouvement entre deux, c'est normal. Par contre, on peut prendre éventuellement une question. Donc, il faut bien la sélectionner parce qu'on a le temps que pour une. Donc, je vous laisse... je vais vous amener le micro, je vous laisse vous présenter. Ah bah c'est bon, il y a quelqu'un qui va vous amener un micro. Je vous laisse vous présenter, puis donc poser votre question. Oui, merci beaucoup, Geoffroy Ozout de Cénova, bureau d'études aussi. Je voulais savoir un peu le surcoût occasionné par tous ces labels et ces certifications. Et est-ce que, hors des maîtres d'ouvrage professionnels, il y a un avenir pour ces labels et ces certifications? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de répondre sur l'avenir. Et je laisserai à Bastien, parce que c'est lui qui paye, le soin de répondre sur le surcoût. L'avenir, clairement. C'est-à-dire que moi, mes premières HQE, je les ai fait en 2006. Ça date, alors je crois qu'il y a des gens de Certivia qui sont dans le coin. On est vraiment dans les fondamentaux du référentiel HQE, avec les premières assises. 2006, ça fait bientôt 20 ans. Et en fait, oui, elles ont un avenir, parce que ça sert à quoi une certification, à part se faire plaisir et se taper sur le ventre en disant « je suis le meilleur », mais pas seulement. Ça sert surtout à anticiper sur les futures réglementations. C'est-à-dire que déjà, on upgrade la performance du bâtiment et du coup, la réglementation suit un petit peu l'ensemble de ces référentiels et ces labels. Mais de fait, régulièrement, les organismes type Certivea ou BRE, pour ne pas les nommer, font évoluer leurs certifications pour avoir toujours un temps d'avance sur la réglementation et continuer à pousser à anticiper. Aujourd'hui, je ne voudrais pas dévoiler des secrets des dieux auprès des certificateurs, mais ils travaillent déjà sur les futures revoyures des référentiels, ce qui donne cet avenir, dont vous posez la question, qui donne cet avenir et qui nous permet de faire perdurer un petit peu ces actions-là pour continuer à pousser les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, les investisseurs à aller de plus en plus sur la performance. Et sur le coût. Et sur le coût, c'est compliqué de donner des chiffres précis parce que alors, ça dépend des certifications qu'on vise, du niveau. Tout à l'heure, on parlait du nombre d'étoiles qu'on vise. Alors, le niveau excellent, ce n'est pas le niveau performant pour le HQE, typiquement. Il y a aussi beaucoup de critères qui sont liés à l'emplacement même du bâtiment, puisque, en fait, en fonction des services qui pourront être offerts à proximité, des transports en commun, etc., ça va permettre de gagner des points. Et puis l'autre sujet, c'est que... le coût construction, il varie aussi énormément au fil du temps, surtout ces dernières années. Typiquement sur VHK, on a acheté l'immeuble juste avant la guerre en Ukraine et les prix derrière ont explosé. Donc, difficile de dire la part du surcoût lié au coût construction
et la conjoncture d'une part, et le surcoût lié à ces certifications. Mais oui, il y a un petit surcoût. Ce que disait Bruno tout à l'heure quand même, c'est qu'on essaye de faire les choses de manière intelligente et frugale, c'est-à-dire mettre l'argent au bon endroit pour qu'il soit utile directement et pas sur les miroirs en or, quoi. Enfin, c'est une image. Et c'est important ce que dit Bastien, parce que le surcoût, en fait, c'est très relatif. C'est-à-dire qu'on peut certifier un bâtiment en mettant de l'argent. C'est facile. Il suffit de mettre la dernière pompe à chaleur la plus performante, de mettre des isolants très chers. Nous, notre façon de travailler avec le groupe Lazare, c'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on travaille avec le bon sens paysan, c'est-à-dire qu'on a peu d'argent, a priori un promoteur a peu d'argent, enfin il n'en a pas assez pour nous, et de fait on doit le répartir le mieux possible avec le plus de bon sens. Et de fait on arrive à limiter les surcoûts de construction par justement ce bon sens, surtout dans la rénovation, en limitant certaines démolitions, en récupérant, en faisant un peu plus de réemploi, et en travaillant vraiment sur de la performance et non pas sur du clinquant, quoi. Et en travaillant vraiment en amont en fait, parce qu'on a, voilà. on a déjà fait des certifications qu'on a décidé en cours de route pour des demandes de preneurs, par exemple, et elles coûtent plus cher forcément ces certifications quand elles ne sont pas prises à la base, puisqu'il y a tout un tas de cibles qu'on ne peut plus viser, et donc on est obligé de compenser justement par le fait de mettre de l'argent sur la table pour des prestations qui coûtent plus cher. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour la présentation. Merci Bruno. Merci Bastien. Je vous propose du coup